Alors, je voudrais d'abord vous rappeler, mais vous êtes assez dynamique déjà sur Klaxoon et je vous en remercie. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez intervenir sur cette application Klaxoon avec le code SWKEBX en majuscule, SWKEBX et le chiffre 6. N'hésitez pas, posez vos questions, j'essaierai de les relayer comme je viens de le faire avec Jean Viard. Alors, l'emploi maintenant, on va le faire et ça va nous valoir dans quelques instants la présence, elle va suivre nos débats, elle réagira tout à l'heure, je vous le rappelle, la ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, qui est elle-même chargée de l'insertion, Brigitte Klinkert, qui suit évidemment nos travaux et la réflexion de cette première table ronde et qui interviendra tout à l'heure et je la salue et la remercie de sa participation. Avec nous, le commissaire général de France Stratégie, on vous a vu il y a quelques instants, Gilles de Margerie. Vous êtes avec nous en duplex. Je vous remercie de votre présence. Je rappelle, France Stratégie, c'est ce think tank, ou en tout cas cette équipe qui essaye de réfléchir, de faire de la prospective pour le compte, bien sûr, du gouvernement auprès à Matignon du Premier ministre. Avec nous, Laurent Berger. Vous êtes vous aussi en duplex. Merci de votre présence. Je vous ai cité tout à l'heure Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT. Et les salariés avec vous auront une expression tout au long de cette matinée. Et enfin, Hugues Vidor, qui sera présent pour cette table ronde. Hugues Vidor, donc le président de l'UDES, qui reviendra là, évidemment, ès-qualité. Alors, je vais vous demander à tous les trois, si vous voulez bien, un petit exercice. On va essayer de découper notre discussion en 3 temps. D'abord, la situation telle que vous la voyez. Évidemment, on est d'abord et surtout concentré sur la question de l'emploi, la situation et ses difficultés, la façon dont vous voyez aujourd'hui des solutions se dessiner, notamment le plan de relance, bien entendu. Ça, ce sera le côté public, mais pas uniquement. Comment l'UDES et ses membres y participent. Comment la CFDT voit la question du salariat aujourd'hui et surtout les solutions à travers, par exemple, le dialogue. Et puis là-dedans, eh bien évidemment, l'économie sociale et solidaire. Je vais me tourner vers vous, Gilles de Margerie, pour commencer, si vous voulez bien, en vous demandant, si vous voulez bien, puisque vous êtes, vous, doté des meilleures sources, en quelque sorte, avec une vision macro de la réalité de l'emploi en France, et toute une série de sources et de chiffres, est-ce que vous voulez bien nous faire un petit état des lieux, déjà, de la situation de l'emploi en France, vue de France Stratégie? Oui, volontiers. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bonjour en particulier à Hugues Vidor et à Laurent Berger. Ce qu'on a vécu sur le plan de l'emploi et du chômage n'a absolument aucun précédent parce que la crise que nous vivons elle-même n'a eu aucun précédent. Nous avons une situation où, au lieu que l'économie tombe en crise, les gouvernements, pour protéger la santé des populations, ont mis à l'arrêt des pans entiers d'activité. Alors on le sait tous, mais les conséquences, on commence à les voir avec des phénomènes extrêmement étranges. Je vous donne juste une illustration. En 2020, tous les trimestres, on a eu à la fois la montée de l'emploi et la montée du chômage, ou la baisse de l'emploi et la baisse du chômage. Normalement, c'est le contraire qui se produit. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu sur les 2 premiers trimestres? L'emploi baissait, le chômage baissait. Au 3e trimestre, l'emploi augmentait, le chômage augmentait. Et au 4e trimestre, de nouveau, l'emploi baisse et le chômage baisse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que voyant ce qui se passait, confinés, avec des restrictions de déplacement, beaucoup de personnes se sont retirées du marché du travail. On a vu la population active fluctuer de plus d'1 million de personnes d'un trimestre à l'autre. Ce sont des choses rarissimes. Il faut remonter très loin, je crois, pour trouver des précédents. Je ne suis pas sûr même qu'il y ait exactement des précédents à cette situation. Autre chose qui a incroyablement changé par rapport à ce qu'on a connu depuis très longtemps, c'est que les secteurs qui se portaient bien, qui tiraient l'économie française, ont été parmi les plus touchés. Nous avons en France une grande industrie, on ne pense pas toujours que c'est une grande industrie, mais c'est une grande industrie, qui est le tourisme. Le tourisme a été frappé de plein fouet. Et évidemment, ça a été le cas pour l'aéronautique, et ça a été le cas aussi pour l'automobile, qui sont des industries, l'aéronautique en forte dynamique en France, et l'automobile, c'est plus difficile, mais c'est encore une très grande industrie en France. Et donc, on a vu des secteurs traditionnellement forts frappés de plein fouet. On a vu
des secteurs comme ceux liés à l'animation culturelle, au monde de l'art, des musées, du théâtre, frappés de plein fouet. Et évidemment, tout ce qui est hébergement, hôtellerie, café, restauration s'est effondré. Et donc, des points traditionnellement très forts ont énormément souffert. Et c'est donc une crise dont les effets sectoriels ne sont pas du tout uniformes, comme quand l'économie grippe. Là, l'économie a été mise à l'arrêt et ça a entraîné des conséquences. Et c'est évidemment très important, y compris sur le plan territorial. Parce que quand on regarde ce qui se passe géographiquement, les zones qui ont le plus souffert en 2020, ce sont des zones qui allaient bien. Par exemple, la façade atlantique, où on était presque au plein emploi, où il y avait beaucoup de tourisme, beaucoup d'industrie, et qui a été prise de plein fouet. Même chose pour le Midi toulousain, même chose aussi pour certaines parties des Alpes, où il y avait à la fois du tourisme et de l'industrie, qui ont beaucoup souffert. Et donc, la géographie de la crise, elle est complètement inédite. Et ça, je crois que ce sont des choses dont on commence à peine à mesurer tous les effets. Alors, il y a quand Du même coup, oui. il y a deux aspects aussi importants sur lesquels vous vouliez revenir. C'est les grands éléments structurels qui étaient en cours d'évolution, la question de la réforme de la formation, et puis il y a la situation des jeunes. Absolument. Alors, le choc, il s'est porté beaucoup vers les jeunes parce que les jeunes, souvent, leur premier boulot, c'est dans le commerce, c'est dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans l'animation, dans l'accompagnement. Et là, les portes se sont fermées. Et donc, on a trouvé une situation où sont arrivés des centaines de milliers de jeunes sur le marché de l'emploi. Et en face d'eux, il n'y avait pas les emplois dans lesquels ils s'étaient projetés auparavant pour pouvoir trouver une insertion dans la vie active. Et ça s'est passé à un moment où l'appareil de formation était lui-même en train de digérer des réformes récentes de grande ampleur. Et donc, ça a soumis à des tensions extrêmement fortes toutes les offres de formation, tout l'accompagnement dont bénéficient les jeunes. Et ça va être une dimension absolument essentielle dans la gestion de la sortie de la crise. Alors, vous nous disiez, Gilles de Margerie, qu'en effet, cette question de la formation est essentielle. Il y a une question qui vient par Klaxoon qui souligne que la concurrence, finalement, aujourd'hui, elle est moins internationale qu'entre les formés et les non formés. Cette crise accentue ce hiatus entre ceux qui ont une bonne formation, qui sont accessibles au marché de l'emploi tout de suite, et puis ceux qui sont un peu perdus et qui n'en ont pas. Alors, on peut avoir ce sentiment. Ce n'est pas entièrement exact, parce que vous l'avez dit, et Jean Viard l'a dit très bien aussi tout à l'heure, il y a des professions, les professions du soin, de l'accompagnement, les professions du commerce, qui ont résisté pendant la période. En tout cas, le commerce des produits dits essentiels, on ne va pas commenter cette expression. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit complètement les formés contre les non formés pendant la crise. Est-ce qu'à terme, ça va aggraver, accentuer l'écart? C'est une question, et c'est toute la question de comment éviter que ne se multiplient les mauvais emplois et qu'on puisse créer des bons emplois dans les mois et dans les années qui viennent. Si, alors je me tourne vers Laurent Berger de la CFDT. Bonjour, ravi de vous accueillir à votre tour. Merci de votre participation, cher Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, à ce web event de l'UDES. Laurent Berger, comment est-ce que vous, du point de vue des salariés, vous appréhendez la situation aujourd'hui? Quelle est la façon dont vous décririez en quelques mots ce que vivent les salariés, ce que vit notre pays aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Merci Hugues de l'invitation et bonjour aussi à Gilles de Margerie. Écoutez, après ce qu'on vient d'entendre de Jean Viard et de Gilles de Margerie, je crois que ce qu'on peut se dire, c'est que cette crise, elle a bouleversé nos certitudes finalement. Je ne vais pas revenir sur ce que vient de dire Gilles sur la description des secteurs qui ont pu souffrir, etc. Ce qui est une réalité, elle a bouleversé nos certitudes, tout simplement parce que ça a mis en difficulté des secteurs économiques qui jusqu'alors étaient sans problème. On le ressentait comme tel. Deux exemples, la culture, l'événementiel et l'aéronautique. Et puis, ça a bouleversé nos certitudes sur la question de l'emploi, du chômage. On connaît tout un tas de jeunes qui pensaient sortir de leurs études. Et c'est là où, d'ailleurs, le formé, non formé a sans doute beaucoup bougé. Je crois qu'il y a eu une opposition comme ça qui existait sur le marché du travail, qui n'existe plus réellement comme ça. En tout cas, qui n'est plus seulement cette opposition-là
qui existent. On a eu des jeunes diplômés qui étaient persuadés de sortir et d'avoir 5 propositions en sortant, qu'on n'avait pas une seule. Oui. Donc, ça a bouleversé toute cette certitude sur le terrain de l'emploi, du chômage. Ça a bouleversé les certitudes ça a bouleversé les certitudes sur le travail. Je crois qu'il y aurait un élément, une erreur à ne pas commettre en sortant de cette crise, et je crois que Jean l'a bien mis en lumière, c'est de considérer qu'il n'y a pas eu aussi un bouleversement sur le terrain du travail, du rapport au travail, de la façon dont on l'exerce, avec là aussi des inégalités très fortes, des travailleurs qui ont été en présentiel tout le temps, et dont on s'est aperçu de la forte valeur ajoutée sociale, mais de la faible reconnaissance salariale et professionnelle. Mais je crois qu'on va sortir de cette épreuve, on parlera tout à l'heure des solutions ou de ce qu'il faudrait construire, totalement différemment dans la relation au travail et à la place du travail on était rentré. Et puis, je crois que ça a bouleversé un autre élément, c'est que ça a bouleversé des formes de certitude, en tout cas, je ne sais pas si c'était des certitudes, mais des formes de fonctionnement de notre système de protection sociale. Parce qu'on s'est aperçu de tout ce qui existait comme trou dans la raquette, on s'est aperçu de la force aussi de notre système de protection sociale. Moi, je crois que cette crise, elle aura fait la démonstration d'une grosse capacité de réaction face à un phénomène qui nous touche uniformément, d'une certaine manière, même si les situations sont très différentes, mais en tout cas, une crise sanitaire qui nous touche tous, et la capacité à avoir des réactions, à réagir en conséquence. Mais ça a montré que les inégalités persistantes dans notre société, eh bien, elles avaient eu tendance à se creuser malgré des dispositifs, et on pourra revenir là-dessus. Ces inégalités se sont quand même creusées parce qu'on n'a pas eu la même capacité de réaction les uns ou les autres, tout simplement parce que pas les mêmes revenus, pas les mêmes logements, pas les mêmes rapports au travail, pas les mêmes obligations, etc., pas la même capacité de télétravailler ou non, etc. Et donc, si je devais faire et c'est ce que je vais faire, quelque chose de très rapide, je dirais qu'on a aujourd'hui une situation qui est sur le terrain économique et social sous perfusion, d'une certaine manière, mais qui est maintenue avec cette capacité de réaction dont j'ai parlé, mais une situation qui, paradoxalement, est terriblement anxiogène et tendue, parce que beaucoup d'incertitudes, évidemment, sur la façon dont tout ça se finit, et un risque démocratique qui n'est pas absent du tout. Oui. Et c'est paradoxal parce qu'on a plutôt les différents acteurs essayer de trouver les voies de la réaction et des dispositifs et des moyens de réagir face à cette crise. Et pour autant, une espèce dans un climat très compliqué, très tendu, une espèce de tension naissante dans la société. Voilà, et donc moi je dirais juste en disant on est dans une forme d'hétérogénéité de la façon dont on traverse cette crise. Pourtant, on est tous concernés par un même phénomène au même moment, ce qui est aussi dans l'histoire très très rare, mais une façon de traverser très différente selon la situation des uns et des autres. Et pour autant, peut-être l'émergence, si on veut essayer de trouver ce qu'il y a de positif, l'émergence de préoccupations qui étaient trop souvent absentes de nos débats publics et de nos débats économiques et sociaux. Je pense notamment à la place de certains travailleurs, je pense à la place du travail dans nos vies, à la relation entre son travail et son logement, dont a parlé Jean. Voilà. Et puis, je finirai juste sur un point, c'est la situation des jeunes. Je crois qu'on a intérêt là-dessus à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Je pense que ce qui a été dit à la fin de l'été c'est finalement eux qui ont un peu déconné pendant l'été et c'était une profonde erreur et ça a laissé quelques traces. Je crois que cette crise, elle nous rappelle en fait, et je prends l'angle jeune pour en parler, que ce qui fait la grandeur d'une société, c'est sa capacité à prendre les personnes les plus en difficulté pour essayer de faire émerger leur situation. Mais je crois, au-delà des difficultés auxquelles on est confronté, qui sont terribles, et le travail syndical, je vous laisse imaginer, est terrible en ce moment pour faire face aux difficultés d'emploi, je crois que peut-être qu'on pourrait s'en saisir comme une chance d'avoir remis un certain nombre de sujets sur le haut de la pile, des sujets qu'on avait un peu délaissés. J'ai parlé des jeunes, j'ai parlé de la place du travail, mais on pourrait parler de la société du grand âge. Ça a remis ces préoccupations-là, de la nécessité d'avoir des services publics qui fonctionnent et qui soient capables de faire face à ces chocs. On ne dira jamais assez que ce qui a fonctionné quand même dans ce moment, c'est 2 piliers qui font que
sur lequel repose notre système social, d'une certaine manière, notre pacte social, des services publics qui fonctionnent et qui sont accessibles dans une forme d'égalité aux citoyens. C'est fondamental. Je pense à l'hôpital public, mais pas simplement. Et de l'autre côté, un système de protection sociale qui est encore un vrai filet de sécurité, mais dont on s'est aperçu qu'il y avait des trous dans le filet et qu'il fallait l'imaginer peut-être différemment. Alors on va revenir avec vous, Laurent Berger, le patron de la CFDT, dans un instant justement sur les solutions, sur les négociations, sur la façon d'avancer aujourd'hui dans ce deuxième tour de table sur les solutions. Mais pour conclure cette première vision de cette table ronde, je me tourne vers Hugues Widor. Comment alors le secteur Hugues Widor de l'économie sociale et solidaire est-il en train de vivre cette crise? Quelles sont les difficultés rencontrées par vos entreprises, associations en la matière et dans le domaine de l'emploi? On l'a vu. Là, Laurent Berger nous dit inégalité, mais aussi bonnes questions. On se pose du coup les bonnes questions. Quelles sont celles que vous vous posez, vous, dans l'ESS? D'abord, je rejoins Gilles de Margerie et Laurent Berger dans leur analyse et sur les constats, l'hétérogénéité et le fait aussi que dans cette crise, il y a des piliers qui ont tenu, et je vais dire de façon assez caricaturale mais rapide, que la digue, par exemple, du Caire dans son ensemble a tenu, et que l'ensemble du secteur de la cohésion sociale aussi a joué un rôle majeur pour éviter qu'il y ait des formes d'explosion encore plus fortes. Donc ça, c'est quand même très rassurant sur le rôle de l'économie sociale. Je vais me tenir plus sur la posture de l'employeur et pour dire que dans cette crise, il ne faut pas oublier que les employeurs sont extrêmement touchés. Et toute l'économie sociale est bouleversée, à la fois dans les secteurs mutualistes, coopératifs, associatifs, avec deux éléments et deux volontés. La première, c'est de maintenir l'emploi, et la deuxième, c'est de maintenir les structures. Il y a un de nos grands syndicats d'employeurs de l'éducation populaire qui vient de faire une enquête indiquant que 33% des associations de ce secteur ne savaient pas si elles allaient pouvoir subsister à l'aune de 2020. Un tiers. Un tiers. Donc, c'est considérable. Et donc, ça pose toute une série de questions. Ça rappelle d'ailleurs le caractère imprévisible de cette crise qui avait été souligné au départ. Et le rebond du variant ne vient que confirmer cette thèse. Ce qui nécessite d'autant plus le rôle que nous avons eu et qui est considérable, qui est celui de l'État, un État régulateur. On a coutume de dire qu'on est dans une forme de grand libéralisme. Pour autant, là, on a trouvé l'intérêt d'avoir un État régulateur et un État protecteur sous deux angles. Le premier, c'est de mettre le care avant l'économie. Il faut regarder au niveau international ce qui s'est joué, mais on a vu des pays qui ne l'ont pas fait, qui se sont retrouvés dans des drames considérables, et puis d'autres aujourd'hui qui ont du mal à l'assurer. Je pense à l'Espagne, par exemple. Donc ça, c'est un fait. Deuxième point, c'est l'ensemble des dispositions qui ont été prises par le gouvernement, et notamment le ministère de l'économie. Je ne reviens pas trop là-dessus, mais le Fonds de solidarité, le PGE, et également le chômage partiel, qui a sauvé l'emploi. Laurent Berger le soulignait en disant qu'on n'a pas encore mesuré les effets, c'est-à-dire quid quand on va sortir de cette période. Mais il faut souligner aussi que pendant cette période, heureusement que nous avons eu ce rôle régulateur de l'État. Je voudrais souligner aussi l'implication des syndicats employeurs, membres de l'UDES. Et je dirais au-delà des syndicats d'employeurs, et pour rejoindre peut-être les organisations syndicales sur ce point, mais de dire que c'est ensemble, employeurs, salariés, qui ont tenu le choc. Et qui ont tenu le choc dans des conditions extrêmement difficiles, puisque très percutées par cette crise. Et on a vu, et c'est à souligner aussi, dans le domaine de l'économie sociale, des nouvelles formes de solidarité émerger. Ça, c'est intéressant. Et c'est un point d'appui pour l'avenir. C'est-à-dire de ne pas laisser une personne seule à son domicile. C'est-à-dire de développer de la culture alors même que les spectacles sont interdits. Bref, beaucoup d'exemples dans ce genre, mais qui montrent qu'il y a une forme d'espoir de faire encore société et encore plus société. Pour autant, il reste des difficultés et j'en ai observé trois grandes. La première, que Gilles de Margerie d'ailleurs a évoquée, c'est la question du lien national-territoire, avec une forme quelquefois de distanciation, de dysfonctionnement, il faut le dire, dans les applications des politiques publiques ou dans l'incapacité, l'impossibilité de trouver finalement des solutions. Je vais donner un seul exemple.
On n'applique pas de la même façon partout des solutions qui pourraient être efficaces pourtant. Oui, parce qu'en France, on le sait, on est dans des phénomènes de silos de financement et des phénomènes de barrières, de secteurs. Et donc, je vais prendre un seul exemple pour résumer la situation. C'est la question de la promesse d'une prime Covid. Prime Covid qui a été pour les soignants et pour ceux du CARE, pour ceux du CARE. Eh bien, il y a des endroits où ça a très bien marché, et puis d'autres, puisque les clinaisons territoriales faisaient que le tarificateur n'est pas le même, eh bien, ça ne fonctionnait pas. Et donc, vous avez eu toute une série de salariés et d'employeurs, du coup, qui se sont trouvés devant un fait accompli avec l'impossibilité de diffuser et distribuer une prime que d'autres avaient de l'autre côté de la rue. C'est un vrai problème. Inégalité. Là. Le deuxième, c'est ce que j'appellerais les oubliés de la crise. Les oubliés de la crise, eh bien, c'est justement ceux qui étaient en première ligne. Ça a été dit, ça a été redit, on le redit parce que c'est important, mais ils n'ont pas été remerciés à leur juste valeur. Jean-Viard en parlait tout à l'heure, et je pense que c'est une politique publique qui doit être plus forte, notamment dans le domaine du CARE, pour prendre en compte la situation des professionnels et de ce secteur qui n'est pas suffisamment reconnu. C'est vrai pour le secteur médico-social, c'est vrai pour le secteur de l'aide à domicile. L'autre pan, je dirais, des oubliés de la crise, dont on vient de parler à travers une enquête récente par rapport au mal logement, mais par rapport aux exclus, c'est évidemment les plus précaires. Oui. Les plus précaires, frappés aussi au cœur de l'emploi, puisqu'il y avait des CDD, il y a des contrats courts, il peut y avoir des stages ou autres, et donc c'est eux qui ont été les premières victimes. Enfin, ça a été dit, les jeunes. Les jeunes qui est une attention particulière de l'UDES. Alors, Mme Klinkert nous a rejoint et pourra en dire effectivement un mot tout à l'heure, parce qu'on reconnaît pour autant tout le travail qui est fait par le gouvernement, qui est un travail considérable, et on a rarement eu un tel investissement. Je veux parler des politiques en faveur des jeunes dans le domaine de l'insertion, sur la question de l'alternance, sur un jeune, une solution. Bref, toute une série de solutions intéressantes. Pour autant, il nous semble, et ça a été relevé tout à l'heure, c'est que les formés, les plus qualifiés, ont du mal à trouver de l'emploi. On a 50% d'une classe d'âge qui aujourd'hui, en sortie de formation, ne trouve pas d'emploi. Nous avons au niveau de l'UDES une proposition. La proposition, c'est de flécher une partie de ce qui a été alloué au parcours emploi-compétences dans le domaine d'une politique vis-à-vis des plus éloignés de l'emploi, pour la flécher auprès de 10 000 jeunes, afin de leur permettre d'intégrer l'économie sociale et solidaire, d'intégrer des entreprises d'utilité sociale et solidaire, avec un double effet. Le premier, c'est de permettre l'emploi de ces jeunes, et le deuxième, c'est de permettre à ces entreprises qui vont être des réponses à la crise, de développer des projets. Alors, Hugues Widor, vous voyez, vous êtes entré déjà dans notre deuxième tour de table sur les solutions avec cette proposition que fait l'UDES, le secteur de l'économie sociale et solidaire. Mais je voudrais vous faire part de deux commentaires qui sont arrivés par la plateforme Klaxoon. Peut-être que c'est une forme d'ironie ou peut-être pas. En tout cas, je ne vais pas en préjuger. Quelqu'un nous dit, André, est-il certain que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, subit des conséquences comparables au reste de l'économie? Cette personne a l'air d'en douter. Elle dit on peut en douter. Au fond, on peut comprendre cette question. Est-ce que l'ESS le vivrait moins mal que le reste de l'économie? Vous nous dites c'est un faux semblant. En fait, c'est un trompe-l'œil. Le fait que ça aille pour l'instant encore, les gens tiennent, mais combien de temps? C'est ça que vous nous avez dit. Un tiers risquent, en tout cas, ont peur de disparaître. Oui, alors là, je parlais d'un secteur qui est de l'éducation populaire, mais il faut nuancer le propos. C'est-à-dire qu'il faut regarder en fonction des secteurs. C'est-à-dire que d'une façon globale, effectivement, il n'y a pas de raison que les secteurs de l'économie sociale soient moins touchés que les autres. Après, vous avez les secteurs. C'est comme dans le reste de l'économie. Je prends le secteur de la culture, le monde du spectacle qui existe aussi dans l'économie sociale. Celui-là, il est totalement à l'arrêt. Ouais. Je prends le monde du sport. Eh bien, de la même manière qu'ailleurs, il a été à l'arrêt puisque c'est l'arrêt des compétitions. Et là-dessus aussi, vous avez des propositions
Tout à fait, on y reviendra, absolument. Et puis, vous avez des secteurs qui sont en reprise partielle d'activité et vous avez des secteurs qui sont en tension. Reprise partielle d'activité, c'est par exemple le tourisme social, c'est l'éducation populaire, c'est les centres sociaux. Et vous avez ceux qui sont en tension, c'est les fameuses premières lignes, le médico-social ou l'aide et le soin à domicile. Marc Maradour nous dit par exemple, les associations ont également un rôle important dans cette crise, mais comment, du fait de leur dépendance à l'État, les libérer de cette dépendance? C'est une des questions, on ne va pas y répondre maintenant, mais c'est un des sujets qui est traité. Et parmi les autres interventions, certaines évoquent le fait que, évidemment, aider les jeunes, c'est bien, mais il y a ceux qui sont intermédiaires, ni jeunes ni vieux, 30 ans, 40 ans, et qui vont peut-être être de ceux qui trinqueront le plus. Enfin, n'oublions pas, dit encore un autre intervenant, Daniel Fontaine, n'oublions pas les mouvements spontanés de solidarité qui ont approvisionné, alors même qu'il n'y avait pas d'EPI, les fameux EPI, les éléments de protection individuelle, qui ont quand même approvisionné les associations, vos entreprises qui ont maintenu le soin à domicile, et ça par solidarité simplement, c'est un point important. Alors, deuxième tour de table rapide, peut-être sur les solutions. Et là, je me tourne vers Laurent Berger à nouveau, et puis Gilles de Margerie. Laurent Berger, donc patron de la CFDT, merci encore d'être avec nous. Laurent Berger, quelle est votre vision? Alors, du point de vue des salariés, vous nous dites clairement, c'est le dialogue social qui est le premier acte de la solution. Et évidemment, pour maintenir les protections collectives, c'est fondamental. En quoi qu'est-ce que vous le développez sur ce point? D'abord, moi, je veux dire que lorsqu'on est salarié, on est intéressé au fonctionnement de l'économie, au fonctionnement de la société, à la question démocratique. C'est-à-dire que l'erreur à ne pas commettre dans cet accompagnement de sortie de crise, et on n'est pas loin d'être sorti, mais je vais essayer de détailler, ce serait de réfléchir en silo. Je crois que Jean-Pierre, il nous a montré une chose, c'est qu'il faut sans doute plus aborder les choses comme en prenant en compte les citoyens, les travailleurs dans les épreuves qu'ils traversent, que simplement en fonction de leur catégorie ou là où ils en sont. Ce que je veux dire par là, c'est que si on s'interroge sur la temporalité de cette sortie de crise, on est encore dans la crise sanitaire avec le fait qu'on fait tous le maximum pour que les choses soient le moins dures possible d'un point de vue économique, d'un point de vue social, avec des réussites, des échecs, mais globalement, mais on peut le dire, pour dire les choses très clairement, on est encore sous une forme de perfusion. Et à un moment donné, comme on dit chez moi dans l'Ouest, la mer, elle va se retirer, puis on va voir ce qui va rester. Et là, on peut espérer que ce soit à l'été, en septembre, en octobre, il faut préparer ce moment-là. Je crois que le moment compliqué va être ce moment où on va débrancher un certain nombre d'aides des entreprises, où on va s'interroger sur ce qu'on veut construire après. Et le risque, c'est soit de considérer qu'on va pouvoir passer au monde idéal tout de suite, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas, soit de considérer qu'il faut essayer de reconstruire ce qui s'est fait précédemment. Et ce serait une profonde erreur. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut se préparer sur les différents domaines économiques, sociaux, du travail, de la place de l'emploi, mais alors de quelle façon? Des politiques d'inclusion. Il faut se préparer aux politiques à mener demain. Il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant avec un angle qui est un angle prioritaire de regarder ce qui nous a semblé prioritaire durant cette crise et qu'il faut continuer à mener comme prioritaire. C'est-à-dire, par exemple, le soutien aux plus fragiles, à ceux qui sont plus en difficulté, les questions de politique de logement, les questions de transport, les questions de télétravail, l'insertion des jeunes dans l'emploi, etc. Et ça ne se fera pas sans deux conditions très fortes. Première, c'est dans une capacité de dialogue et de sortir de cette logique que ce sont seulement les grandes politiques nationales qui font les solutions. Et c'est vrai, tout à l'heure, il y a un des auditeurs qui a dit il y a aussi eu beaucoup de solidarité. On n'a pas assez mis en avant ces solidarités locales. On n'a pas assez mis en avant ce que faisaient les collectivités territoriales, ce que font les acteurs associatifs, ce que font des entreprises, ce que font des organisations syndicales. Si on veut sortir de cette situation en ayant compris un certain nombre d'enseignements, en s'inscrivant dans ce que moi je souhaite, c'est-à-dire une transition écologique et sociale, c'est-à-dire ne pas simplement avoir comme seul indicateur le développement économique, eh bien, il faudra absolument trouver les conditions du dialogue social, du dialogue territorial, c'est-à-dire que donner la capacité à agir aux différents acteurs et pas simplement attendre que
que ça vienne d'ailleurs. Et là, cette interpellation, elle est pour les acteurs en tant que tels, pour ceux de l'économie sociale en particulier, mais elle est aussi beaucoup pour les responsables politiques. Il y avait, Laurent Berger, il y a un deuxième élément. Il y avait une tendance très très forte avant la crise qui était une forme de précarisation du salariat ou en tout cas de l'emploi. Est-ce que là, par exemple, ce n'est pas une tendance qui s'est révélée comme étant à la fois un élément de souplesse mais aussi de grande précarité quand la crise arrive? Est-ce que ce n'est pas sur ce terrain aussi qu'il faudra, par exemple, créer de nouveaux droits pour les salariés très freelance? Je crois qu'il faudra aller vers ce à quoi on appelle depuis des années maintenant, sur la question de l'emploi, c'est la sécurisation des parcours professionnels, c'est-à-dire d'avoir des dispositifs et des accompagnements qui permettent de s'insérer professionnellement. Il ne s'est pas rien fait ces dernières périodes, y compris avant la crise sanitaire, sur la question de l'insertion, etc. Mais il faudra aller beaucoup plus loin sur la logique d'accompagnement. Et c'est l'autre point sur lequel je voulais insister. On a des logiques de silos, comme l'a dit Hugues, de dispositifs. Et ce que nous enseigne cette crise, c'est que c'est des logiques d'accompagnement qu'il va falloir développer. C'est-à-dire qu'on ne se sortira de cette période pour aller vers un fonctionnement un peu normal que parce qu'on va développer des logiques d'accompagnement des publics les plus en difficulté. On va essayer de se fixer les vraies priorités. Encore une fois, les vraies priorités, ce sera évidemment le redémarrage des secteurs économiques les plus en difficulté, mais ce sera aussi avoir d'autres indicateurs, la question du grand âge, la question de la pauvreté, la question de la biodiversité, etc. Moi, je crois vraiment à ça. Et puis, il y aura un point qui est fondamental, et ça vient d'être mis, Hugues a abordé la question des primes. Moi, j'ai beaucoup tourné ces derniers jours, ces dernières semaines, auprès des salariés de l'aide à domicile, du médico-social, etc. On comprend très bien, pour des acteurs employeurs, la difficulté que représente le fait de verser une prime lorsque son principal financeur n'alimente pas de quoi verser cette prime. Mais quand on arrive dans la vraie vie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire avec les salariés concernés, c'est juste terrible, désastreux en termes de confiance dans la parole publique. Parce qu'on dit une chose et on donne l'incapacité de le faire et on explique que c'est parce que les tuyaux sont mal branchés qu'on n'est pas capable de le faire. Ouais. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas être compris. Donc il faudra aussi qu'on se réinterroge sur qui finance quoi, comment fonctionnent nos systèmes de financement, notamment économiques, quelles sont les conditions à remplir, lorsque vous êtes employeur. Voilà, je pense qu'il va falloir se réinterroger sur la responsabilité des uns et des autres. Alors, moi, ce que je crains, je vais vous dire, c'est qu'on ait une reprise où chacun va tirer de son côté et on ira dans le mur. Alors, pour éviter ça, aller dans le mur, en effet, et que chacun tire de son côté, peut-être qu'on peut aller du côté de Gilles de Margerie, regarder la façon dont vous conseillez, ou en tout cas suggérez au gouvernement des pistes pour avoir une approche, une philosophie globale de la relance, notamment du plan de relance. Comment, en termes de solutions, vous raisonnez à France Stratégie au service du Premier ministre et du gouvernement ? Alors, il y a un aspect très important, c'est la manière dont les choses se sont embrayées dans le temps. Le gouvernement, dès mars, a mis en place un plan qui était un plan d'amortissement de la crise et qui avait comme objectif de faire qu'on n'avait pas tout à coup des millions de chômeurs qui arrivaient. Et cet aspect-là, d'amortisseur de la crise, il a globalement eu des résultats tout de suite. L'activité partielle s'est énormément développée. Les prêts avec la garantie de l'État se sont énormément développés très rapidement. Les reports de charges ont fonctionné, le fonds de solidarité a fonctionné. Et on a eu une situation où, alors que l'activité tombait de 5, de 10%, l'emploi tombait beaucoup moins, le chômage ne montait pas du tout à proportion. Et donc, cette première vague, elle a fonctionné. En revanche, ce qu'on a vu très vite, et je reprendrai volontiers la métaphore de Laurent Berger quand il disait qu'on voit ce qui se passe quand la marée se retire. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait des trous dans la raquette, qu'on ne couvrait pas toutes les situations. Et du coup, le dispositif a constamment été adapté avec, par exemple, l'extension du fonds de solidarité ou l'activité partielle de longue durée. Donc, on a essayé de courir derrière en sachant qu'on est moins bien équipé pour faire face aux problèmes des plus précaires.
des intérimaires qui terminent une mission, des CDD qui ne sont pas renouvelés, des gens avec des statuts incertains. Et donc, on a une situation où la crise n'a pas frappé de manière égale les gens selon leur statut. On a beaucoup travaillé sur ça chez France Stratégie, sur la vulnérabilité des différents métiers face à la crise du corona. Après, le gouvernement a voulu se projeter vers l'avenir avec un plan de relance. Et ce qu'on voit, c'est que on lance le plan de relance et en même temps, comme la crise continue et que la crise sanitaire est plus longue et plus imprévue qu'on avait prévu, on est obligé d'en rajouter au plan de soutien d'urgence qu'on avait mis en place en mars, et on fait des prolongations des mesures initiales, tout en essayant de lancer la construction de l'avenir, notamment sur la transition écologique. La chose la plus difficile, ça va être de répondre aux questions qu'ont posées à la fois Jean Viard et Laurent Berger sur qu'est-ce qui va changer dans notre rapport au travail. On voit qu'on a envie que les villes changent, on a envie qu'on puisse travailler plus près de là où on habite. Mais ça, ce sont des choses qui mettent des années et des années. Oui. C'est le temps du logement social, c'est le temps des infrastructures de transport. Et ça, c'est probablement le prochain grand chantier pour les pouvoirs publics. C'est de tirer les conclusions de la crise, non pas sur le plan vert, parce que ça, on y est allé assez fortement et je pense que ce qui a été mis sur la table répond aux besoins, mais la prise de conscience des enjeux que Jean Viard et Laurent Berger ont soulignés et qui rejoignent une partie des choses que disait Hugues Vidor à l'instant. Merci Gilles de Margerie pour cette analyse, cette vision globale. Hugues Vidor, alors les solutions que les employeurs de l'UDES, les employeurs de l'économie sociale et solidaire, peuvent contribuer à apporter dans le contexte du plan de relance du gouvernement. On vient de le souligner, attention particulière sur la précarité, les plus précaires, et puis tout un certain nombre de ceux qui assistent à notre web event, à votre web event, nous disent, certains de vos membres, hein, attention à ce que nos financeurs n'utilisent pas la crise pour que les salaires soient des variables d'ajustement, ou en tout cas notre activité, une variable d'ajustement par rapport à d'autres acteurs, le privé par exemple. D'autres nous disent aussi, c'est différent entre quand on est membre d'un service d'urgence, mais aussi quand on est dans le médico-social, où là, on assure toujours le service, mais où pourtant le financement et les primes n'existent pas, c'est ce que vous disiez. Voilà quelques-unes des réflexions. Hein. Vos solutions aujourd'hui, dans le contexte du plan de relance, au sein de l'UDES et des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est quoi ? Elles sont de deux ordres. Elles sont à la fois structurelles et conjoncturelles. D'un point de vue conjoncturel, il nous semble très très important que le plan de relance et l'aide aux entreprises se développent sous un nouveau angle, en lien d'ailleurs avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les questions autour de faillites probables et donc d'entreprises qui seraient en grande difficulté. Et là-dessus, la demande de l'UDES, c'est d'avoir des quasi-fonds propres pour un certain nombre d'entreprises qui se retrouvent en grande difficulté. Dans ce cadre-là, le prêt ne suffit pas. Il faut aller plus loin pour, je dirais, les sauver. C'est capital. Le deuxième point, c'est de faire évoluer le plan de relance sous un nouveau prisme. Le prisme, c'est justement une demande de relance par la demande, c'est-à-dire d'accompagner les familles qui se retrouvent aujourd'hui dans des difficultés. Et on le voit, et différentes enquêtes le montrent, le RSA se développe. On ne peut pas dire que les familles moyennes, que les familles qui ont des difficultés aujourd'hui peuvent s'inscrire dans un club de loisirs, peuvent avoir une cotisation dans le domaine du sport. Bref, et donc elles sont fragilisées. L'idée, c'est donc de développer une aide pour justement leur permettre de s'inscrire dans des activités de tourisme social, de sport et de loisirs et d'éducation populaire à terme. C'est important en termes de cohésion sociale et d'inscription dans les dynamiques sociétales. Enfin, trois autres points. Mise en place d'un fonds de compensation de la perte d'activité pour le sport et les activités de loisirs. Ça a été fait, par exemple, avec des systèmes de jauge dans le domaine sportif. Il faut que ça puisse, là aussi, se développer dans les très petites structures qui restent un peu les oubliés de l'histoire. Enfin, ça a été dit par, d'ailleurs, un des participants, c'est la question des EPI. Alors, il y a les effets de solidarité, c'est vrai, mais il y a eu aussi des surcoûts pour l'ensemble des acteurs du médico-social
l'aide à domicile, mais plus largement de l'ensemble des acteurs. Il faut bien financer les masques. Mais oui, il faut se protéger. Et protéger les autres, c'est se protéger d'abord. Et c'est protéger ceux qui interviennent auprès des plus fragiles. Et c'est de permettre la continuité de l'activité. On a été, pendant cette crise, dans l'économie sociale, en première ligne sur ces questions. Or, sur la question des EPI, il y a un certain nombre de pans. Je ne dis pas tous, mais un certain nombre de pans qui n'ont pas été pris en compte dans la politique publique. Enfin, je terminerai par un phénomène plus structurel, qui est justement le CARE, d'une façon générale. Le CARE, et on l'a vu, ça a été souligné par l'ensemble, a eu un rôle majeur dans cette crise. On a vu de quelle manière les employeurs et les acteurs de l'économie sociale, les professionnels, avaient pu répondre, et on a dit la digue a tenu. Pour autant, on est dans une non-reconnaissance de ces métiers. On sait que c'est un vivier d'emploi, on ne cesse de le dire, et pour autant, on ne les reconnaît pas. Aujourd'hui, vous prenez le secteur de l'aide et du soin à domicile, vous avez 50% des salariés qui sont à un niveau SMIC, et qui sont, si on applique la convention collective aujourd'hui, qui sont infra-SMIC. Ce n'est pas tenable. C'est-à-dire que là, la demande, c'est juste... c'est juste du respect pour ces professionnels et pour ce secteur qui en a bien besoin et qui a été largement reconnu dans cette crise. Donc vous nous dites en fait, il faut que les pouvoirs publics nous aident à soutenir notre modèle économique qui est particulier, avec peut-être des fonds propres, au-delà même des prêts. Il faut développer une politique de l'offre, et notamment en sport, mais pas seulement. Et puis, il faut finalement, au-delà de l'hommage, rendre ce qui est finalement à ceux qui sont intervenus et qui ont aidé, en finançant un certain nombre les EPI, vous le disiez à l'instant, d'initiatives qui ont été prises pendant la crise et qui ont permis cette solidarité. Je voudrais qu'on en vienne maintenant peut-être un peu plus avec Laurent Berger, Gilles de Margerie et vous-même à l'économie sociale et solidaire, cette sensibilité, ce dynamisme, cette activité particulière dans notre société qui est une dimension essentielle, pas toujours connue. Évidemment, là, on est dans l'écosystème de l'UDES, donc les gens savent de quoi on parle, mais certains d'entre vous, Aesio, par exemple, qui est un des partenaires de ce web event, parle d'une ESisation de l'économie. Alors, avant que vous nous disiez de quoi il retourne, et avant de faire réagir Gilles de Margerie et Laurent Berger, et puis la ministre dans un instant, Brigitte Klinkert, eh bien, on va écouter un des administrateurs d'Aesio, Denis Philippe, qui va nous expliquer ce concept d'ESisation de l'économie. On l'écoute, vidéo. Une dynamique de développement de l'économie sociale et solidaire a des secteurs économiques où elle est peu ou pas présente pour tendre vers une économie vraiment plurielle. En illustration, citons Label Emmaüs qui concurrence les géants du e-commerce sur la vente d'occasion tout en insérant des personnes éloignées de l'emploi dans nos territoires. La crise actuelle appelle à évoluer vers des modèles économiquement plus résilients, écologiquement plus soutenables et socialement plus responsables. Tout ce qui fait l'ESS et doit être essaimé pour préserver nos entreprises et l'emploi dans nos territoires, mais aussi notre modèle social. Les pouvoirs publics doivent soutenir le secteur. Par une réglementation favorable, nous pensons aussi que le plan de relance est une formidable opportunité pour ESiser l'économie. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire doivent pour leur part oser, innover, en inventant de nouveaux secteurs et en créant de nouvelles coopérations. Chacun doit jouer son rôle et les grandes entreprises de l'économie sociale et solidaire ont également la responsabilité d'investir dans ces entreprises d'avenir. Alors, j'ai envie de dire, Hugues Vidor, que Aesio, Denis Philippe pousse un peu le bouchon, veulent essayer de nous faire croire qu'au fond, toute l'économie pourrait être ESisée, enfin sociale et solidaire. Peut-être, c'est d'ailleurs peut-être le virage que toute la société est en train de prendre, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette idée, de ce concept ? Une chose, c'est de dire qu'il faut que notre société évolue et qu'on transforme nos modèles pour avoir une nouvelle société qui permette justement cette transformation écologique
sociale et solidaire. Et ça c'est capital. Pourquoi? Mais parce que nous avons le sentiment et la conviction que les entreprises de l'économie sociale sont des solutions à la crise. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules solutions, ce serait trop de dire cela, mais sont des solutions à la crise. Pourquoi? Parce que nous intervenons sur les territoires, nous intervenons en termes de cohésion sociale. Je ne vais pas citer l'ensemble des acteurs. Je vais prendre juste les centres sociaux, par exemple. Faire société, c'est cela. C'est partager avec les habitants un projet, c'est répondre à leurs besoins et de travailler avec eux pour offrir des réponses qui soient des réponses de proximité. C'est développer un emploi durable sur les territoires de proximité non délocalisable. C'est apporter des solutions et des métiers qui ont du sens à des jeunes. Or, la promesse aux jeunes est une des grandes promesses de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce que les jeunes sont en quête de sens. Pourquoi? Parce que notre économie, ça a été dit par Madame Grégoire, qui va nous rejoindre tout à l'heure dans un récent article, mais si on continue à être sur la course au rendement, eh bien, on va vers une course au précipice. On peut dire la même chose sur la question de l'utilisation des énergies fossiles. On peut dire la même chose sur la gestion des déchets. Notre société, si elle continue comme ça, ne va pas exister fort longtemps. Or ce message, eh bien, on a du mal finalement à l'interpréter et on a du mal à faire que l'ensemble de notre système économique et social le prenne en compte. Nous, notre volonté, c'est d'être les ambassadeurs de cette vision et de porter à travers témoignages de ce qui se joue sur les territoires cette nouvelle vision, parce que c'est une réponse à l'avenir de la société et c'est aussi une réponse à la demande des jeunes. Alors, je dirais pas seulement des jeunes. On a vu qu'il y avait Aesio. Je vais citer quand même l'ensemble des acteurs de l'économie sociale parce que le monde mutualiste est engagé là-dessus. Thierry Baudet en particulier, le président de la Mutualité française. Je vais citer le mouvement associatif. Je vais citer le mouvement coopératif. Et je fais un clin d'œil à Laurent Berger avec l'initiative qu'il a pu prendre et dans lequel on se reconnaît, dans lequel un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire se reconnaissent, avec des organisations syndicales là-dessus, parce que... Vous parlez du pacte pour le pouvoir de vivre, je vais repasser la parole à Laurent Berger dans un instant. Tout à fait, parce que l'enjeu, il est là aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on fait? Alors, sans naïveté aucune, on sait très bien que tout ça ne va pas se faire en un jour. Oui. Pourtant, nous sommes des ambassadeurs. Ce que vous nous dites au fond, c'est qu'on reste sur ce débat de l'emploi. C'est-à-dire qu'on a constaté les difficultés, vous avez fait des propositions, mais c'est que la nature même de l'économie sociale et solidaire est porteuse d'emplois pertinents dans le contexte du virage de transition écologique qu'on est en train de vivre. Alors, Laurent Berger et Gilles Demargerie, dans ce contexte, sur l'économie sociale et solidaire en particulier, quel rôle pivot ou non, moteur pertinent peut-elle jouer aujourd'hui à vos yeux? Vous avez, Hugues Vidor vient de l'évoquer, Laurent Berger, signé notamment avec Nicolas Hulot, ce pacte pour le pouvoir de vivre. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que vous nous diriez sur l'économie sociale et solidaire, avant qu'on vienne dans quelques instants à la ministre Brigitte Blinquert? D'abord, ce pacte du pouvoir de vivre, c'est part du constat qu'il faut orienter notre modèle de développement vers davantage la transition écologique, la lutte contre les inégalités et la participation démocratique. Et donc, autant de choses dans lesquelles l'économie sociale et solidaire a un rôle central à jouer. C'est notre conviction. Et d'ailleurs, dans les 60 organisations aujourd'hui membres du pacte du pouvoir de vivre, beaucoup d'organisations qui sont de l'économie sociale et solidaire. Hugues a cité le mouvement associatif, la mutualité, et on peut en citer beaucoup d'autres. Ce qui va se jouer dans les semaines et les mois à venir, si on veut vraiment changer de modèle, c'est clairement... je crois, des sujets autour de du rôle des uns et des autres, la répartition des responsabilités et du pouvoir, la répartition des richesses, le dynamisme territorial et finalement la gouvernance, d'une certaine manière, de nos capacités à vivre. Et là, l'économie sociale et solidaire, elle coche toutes les cases. Elle coche toutes les cases. Et donc, moi, je crois qu'il faut s'engager. Et vous savez, comme des fois, je suis un peu provocateur avec l'ESS, parce qu'on est toujours avec ceux qu'on soutient. Il faut le sujet sur lequel il faut aller, je crois, c'est la question aussi de la reconnaissance des travailleurs de l'économie sociale et solidaire, qui est largement engagée. Moi, j'ai très sensible à ce qu'a dit Hugues tout à l'heure sur les augmentations salariales, mais dans un certain nombre de secteurs,
les augmentations salariales, elles doivent aussi s'accompagner de la reconnaissance professionnelle et de la place des salariés dans l'économie sociale et solidaire. J'en étais moi-même un, y compris représentant du personnel, et je sais combien c'est fondamental. Mais encore une fois, ce qui va se jouer, c'est que les acteurs prennent leurs responsabilités, soient engagés sur les territoires, aient une conception de la répartition de la richesse créée, de la gouvernance de notre économie, et tout ça, l'économie sociale et solidaire a un rôle énorme à jouer. La question, c'est de lui donner le dynamisme et c'est ce qui est en train de se faire, et ce type d'événement y contribue. Et je crois d'avoir davantage de partenariats entre nous, y compris quand on représente des intérêts contradictoires au sein de l'entreprise, entre les employeurs et les salariés. Je crois qu'on a intérêt, les organisations syndicales, en tout cas la CFDT milite là-dessus, et les acteurs de l'économie sociale et solidaire à être unis dans les périodes qui vont arriver, parce que je crois qu'on porte les mêmes ambitions. Un secteur donc, selon vous, porteur de solutions et d'éthique qu'on doit dynamiser, mais qui doit prendre en compte la question sociale et du dialogue social et du travail, bien sûr. Gilles de Margerie, avec votre vision différente d'observateur macro et d'analyste pour le compte du gouvernement, votre vision à vous de cette partie de l'économie qui est très particulière et dynamique en France, spécialement en Europe. Qu'est-ce que vous dites, vous, de ce que l'ESS peut apporter dans le virage que nous vivons en ce moment? Alors, l'ESS, si on regarde comme ça à très grande maille les chiffres, c'est un peu plus de 10% de l'emploi. Et à l'intérieur de ça, il y a 3 gros blocs. Il y a un très grand bloc de l'action sociale, je vais y revenir. Il y a tout le secteur des banques et des assurances mutualistes. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour de l'animation culturelle. Et quand on regarde les banques et les assureurs mutualistes, il y a une volonté affichée de leur part d'ancrage territorial, un homme, une voix, l'idée des sociétaires. C'est une manière d'aborder leur métier qu'ils veulent différente des autres et qui est évidemment un point très important. Ensuite, il y a le domaine et qui n'a pas beaucoup souffert pendant la crise, parce que ça, ce sont des activités qui ont été très récurrentes et qui ont été finalement relativement peu impactées. Il y a un secteur qui a été frappé, mais alors vraiment de plein fouet, qui est l'animation culturelle, et qui s'est retrouvé avec des activités complètement à l'arrêt. Et là, ce qu'on regarde, c'est comment est-ce qu'on sauve, comment est-ce qu'on reconstruit, comment est-ce qu'on redémarre, comment est-ce qu'on sécurise que tous ces métiers vont pouvoir redémarrer. Et puis, 3 salariés sur 5 dans l'économie sociale et solidaire sont dans l'action sociale. Et là, l'action sociale, elle a été en première ligne, et vous l'avez dit tous les deux, Laurent Berger et Hugues Widor, et évidemment, c'est là que se cristallisent à la fois des besoins qui ont été exprimés, une nouvelle reconnaissance dans la société. Je crois qu'il faut toujours se rappeler que les salaires, ce n'est pas le résultat d'un simple mécanisme économique. Les salaires traduisent les choix que fait une société. Et quand une société prend conscience de ce qu'est l'importance cruciale dans son fonctionnement de toute cette action sociale, elle doit pouvoir en tirer les conséquences sur le plan de la reconnaissance salariale, et pas seulement de la reconnaissance salariale. Mais c'est évidemment un point absolument majeur. Et c'est un point qui va rencontrer l'aspiration qui est portée par les jeunes, mais pas seulement par les jeunes, à pouvoir rentrer dans la vie active avec une quête de sens. L'économie sociale et solidaire, elle peut proposer à des jeunes qui s'interrogent sur l'avenir une voie dans laquelle ils se diront qu'il y a un sens qui est lié à la nature même de la partie de l'économie dans laquelle ils vont s'insérer. Comme l'a très bien dit Hugues Widor, elle n'a pas le monopole, mais elle peut jouer un rôle qui permettra à des jeunes de se reconnaître dans ce qu'ils font. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs l'esprit, Gilles de Margerie, et je vous en remercie, de l'idée de l'UDES, de son organisation, au moment de préparer la 3e table ronde, vous le verrez tout à l'heure, avec des jeunes pousses qui sont au cœur de cette problématique, on le verra, qu'il s'agisse de COP, d'ONG ou d'associations dans l'économie circulaire, qui vont intervenir et qui, déjà aujourd'hui, essayent de répondre à cette question, alors même qu'ils ont tout type de profil, si j'ose dire, notamment des gens très formés aussi,
qui sont dans la quête de sens et qui essayent d'y répondre. Mais ce sera l'objet de cette troisième table ronde tout à l'heure. Alors, revenons maintenant à la question de l'emploi. On va en parler encore emploi, mais cette fois-ci avec la ministre déléguée à l'insertion. Vous restez avec nous, Laurent Berger, Gilles de Margerie, Hugues Widor, pour réagir aux propos de la ministre. On reçoit dans un instant Brigitte Klinkert. L'emploi donc et l'insertion, merci Madame Klinkert de nous avoir rejoint, Madame la ministre, déléguée auprès de la ministre du Travail, chargée de l'insertion. Alors au fond, on pourrait presque vous demander pourquoi une ministre déléguée à l'insertion, en quoi la relance intègre les enjeux d'insertion. On l'a déjà un peu traité évidemment au cours de la table ronde, vous l'aurez remarqué, en quoi c'est à la hauteur des enjeux et des besoins du moment, mais quelle est au fond, première question, la réponse que vous apportez en matière d'inclusion notamment, aujourd'hui, à la situation que nous vivons? Alors permettez-moi déjà de vous remercier de m'avoir associé à cette table ronde ce matin. Je suis très heureuse d'y participer. Nous vivons en effet une crise tout à fait inédite et qui est compliquée pour tout le monde et en particulier pour les plus fragiles. La ministre déléguée à l'insertion est justement en charge les publics les plus fragiles et j'essaye avec l'aide des collectivités, des différents acteurs dans le domaine de l'emploi et de l'insertion, eh bien, à ramener chacun de ceux qui aujourd'hui est éloigné de l'emploi et sur le bord du chemin, de le ramener vers une activité, vers l'emploi. C'est vraiment cela, la démarche et l'objectif qui est le mien. Trois réponses à votre question. Une réponse immédiate apportée à la crise, c'est la réponse qui a été apportée dans le cadre du plan de relance, le plan de relance de l'inclusion, à savoir 300 millions d'euros qui ont été débloqués à la fin du mois d'août dernier, qui sont devenus 320 millions à la fin de l'année, avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est de sauver les 5000 structures de l'inclusion, puisque 140 millions d'euros ont permis à ces entreprises de reconstituer de la trésorerie, de reprendre confiance aussi dans l'avenir. Deuxième objectif. Ça répond, le premier point, ça répond en partie exactement à la question que posait Hugues Widor sur ce besoin de fonds propres d'entreprises qui sont au bord de la faillite. Exactement. Et à travers les nombreux déplacements que je fais dans les territoires, je vais m'assurer que justement, grâce à ces aides, eh bien, les structures ont pu poursuivre leur travail. Deuxième objectif de ce fonds, c'est de créer de l'emploi. Ce sont 180 millions d'euros qui y sont consacrés pour l'avenir, pour le développement de l'emploi. Et grâce à ces 180 millions d'euros, eh bien, il y a un résultat que je peux vous annoncer. Ça va être dans les prochaines semaines, les prochains mois, 25 000 nouveaux emplois créés dans le domaine de l'insertion. Et un objectif ambitieux qui est le mien, d'ici la fin de cette année 2021, 60 000 emplois créés dans le domaine de l'insertion. Ça, c'est la première réponse apportée par la ministre déléguée à l'insertion dans le cadre de la crise. La deuxième, c'est que je souhaite une relance qui soit une relance la plus inclusive possible. Ça veut dire qu'on ne reste pas dans l'entre-soi, dans le monde de l'insertion, mais qu'on s'ouvre, que les acteurs de l'insertion s'ouvrent et contribuent à la relance en investissant dans des secteurs porteurs, des secteurs d'ailleurs qui ont déjà été évoqués ce matin. Pour ma part, je voudrais parler des métiers du grand âge, de l'aide à la personne, de la mobilité, par exemple, pour préparer l'avenir de notre pays. Et la troisième réponse, pour préparer l'avenir, c'est le service public de l'insertion et de l'emploi que nous sommes en train de déployer après une expérimentation qui a été menée l'année dernière. C'est quoi le service public de l'insertion et de l'emploi? Ce n'est pas une nouvelle structure, un nouveau dispositif, c'est tout simplement soutenir et mettre en place une coopération entre les acteurs sur les territoires pour éviter aux personnes les plus éloignées de l'emploi ce que j'appellerais le parcours du combattant pour pouvoir à nouveau retrouver une activité. Ça veut dire aussi accompagner chaque personne, ne pas laisser la personne chercher qui doit être mon référent, etc. C'est avoir
un référent, mettre la personne au cœur de nos dispositifs et donc l'accompagner jusqu'à l'emploi. Alors tout ça, c'est possible bien sûr grâce à l'engagement de l'État, grâce aux moyens aussi mis en œuvre. Je vous ai parlé de 320 millions dans le cadre du plan de relance de l'inclusion, mais ça n'est possible clairement que si nous arrivons, et je sais que nous le faisons, et je vois tous les jours que nous le faisons, à travailler tous ensemble pour ramener le plus possible de personnes les plus fragiles aujourd'hui vers l'activité et vers l'emploi. Alors, relance inclusive, évidemment, votre cible au sens de la volonté de les aider et de les inclure, les plus fragiles, et puis, évidemment, cette dimension particulière, et ce n'est pas simplement parce que le président de la République l'a cité, mais que tout le monde l'évoque, c'est au cœur des préoccupations, c'est les anciens sont à peu près, on fait tout pour les protéger, mais les jeunes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il en est de votre dispositif à propos des jeunes? Alors, il est vrai que la grande difficulté qui était la nôtre, c'était de voir arriver à la rentrée dernière, comme tous les ans, 800 000 jeunes sur le marché du travail. Il a donc fallu réagir et réagir vite. C'était tout l'objectif du plan « Un jeune, une solution ». Plus de 7 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par l'État pour permettre aux jeunes une reprise d'études, un accès à l'alternance, à la formation professionnelle, des embauches aussi, service civique, avec des résultats, puisque vous le savez, entre fin août et le mois de novembre, ce sont plus d'1 million de jeunes qui ont été embauchés en CDI ou en contrat de plus de 3 mois, ce qui veut dire qu'on est arrivé à un niveau qui est identique à celui de 2019. Alors ça ne veut pas dire pour autant que tout est gagné. Évidemment, il faut continuer à être très très vigilant et veiller à ce que les dispositifs continuent à répondre aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Il y a en perspective aussi, et en réflexion avec Elisabeth Borne, la garantie jeune universelle qui doit permettre aux jeunes de ne pas renoncer à un parcours vers l'emploi à cause de difficultés financières et donc de leur permettre d'accéder à l'emploi et de devenir autonomes grâce à un accompagnement assorti d'une aide financière. Vous savez mieux que quiconque à quel point vous êtes scruté, regardé, surveillé à propos de cette garantie jeune universelle et de sa gestation. Le plan « Un jeune, une solution », vous venez de l'évoquer. Alors, au-delà de ces éléments qui posent votre plan, relance inclusive, il y a l'interpellation du monde de l'économie sociale et solidaire, vous l'avez entendu, formulée par Hugues Widor et par ceux aussi qui nous envoient des messages via Klaxoon. Quel est le message que vous adressez aujourd'hui à travers ce web event aux employeurs, aux structures de l'ESS? Et puis je fais réagir Laurent Berger, Hugues Widor, Daniel de Margerie dans un instant, Gilles de Margerie dans un instant. Alors deux messages que je voudrais vous lancer ce matin. Le premier, c'est construisez une relance créatrice d'emploi. Vous êtes des acteurs de l'insertion, comme nous le sommes, autorités publiques. Continuez à entreprendre. Il y a des opportunités. J'évoquais tout à l'heure la mobilité, l'aide aux personnes âgées, mais je pense aussi à toutes les opportunités qui sont créées dans le cadre du plan de relance, la rénovation thermique, la restauration du patrimoine. Et je travaille par exemple sur ce dernier sujet avec ma collègue ministre de la Culture. Quelques exemples concrets. Le premier, j'ai mis en place le 1er décembre un dispositif très pragmatique. Les associations intermédiaires solidaires avec les EHPAD. C'est quoi? On sait qu'aujourd'hui, il y a des soucis de personnel dans les EHPAD, mais c'est vrai aussi que les soignants, il faut les former. Et donc, on ne peut pas en trouver très facilement aujourd'hui. Par contre, dans le domaine de l'insertion, notamment les associations intermédiaires ont l'habitude de travailler chez des particuliers. En plus, les associations intermédiaires rencontrent quelques difficultés, puisque souvent les particuliers ne souhaitent plus qu'on vienne chez eux pour intervenir. Et donc, ce dispositif permet plutôt, puisqu'il y a déjà des résultats, aux associations intermédiaires, territoire par territoire, de se rapprocher des EHPAD et de proposer leurs services. Et s'ils sont embauchés, eh bien l'État, le ministère du Travail et de l'Insertion, rajoute une bonification de 1,50 € par heure travaillée dans le cadre d'un EHPAD, ceci durant tout le temps de la crise.
Un deuxième exemple, et j'en vois de ces exemples lorsque je parcours la France, la mobilité, lever les freins à la mobilité. Eh bien, créer des emplois pour trouver une solution de mobilité permet à d'autres personnes en difficulté de retrouver un emploi. Et des exemples de ce type-là, il y en a beaucoup. Je peux en prendre un tout dernier, la garde d'enfants. J'ai vu dans les Yvelines une association d'insertion qui propose de la garde d'enfants à des personnes en difficulté. Eh bien, tout cela, je crois que ce sont des métiers nouveaux qu'il faut qu'on investisse dans le domaine de l'ESS. Et puis le deuxième message, après celui de construire une relance créatrice d'emplois, c'est participer au service public de l'insertion et de l'emploi en tant qu'employeur et en tant que bâtisseur de solutions sociales. Venez renforcer le tour de table de votre territoire. Aujourd'hui, ce sont 14 territoires expérimentaux à travers la France. Fin mars, 30 nouveaux territoires vont être désignés suite à un appel à manifestation d'intérêt. Et d'ici la fin de l'année, 30 territoires supplémentaires. Ce que nous souhaitons, c'est être très pragmatique, que ce soit dans les territoires, parce que les territoires sont différents, qu'on puisse s'organiser pour ramener peu à peu chaque personne en fragilité vers l'emploi. 2 exemples là aussi. Dans le Nord, j'étais la semaine dernière dans le département du Nord, eh bien, ils ont mis en place la semaine RSA. La semaine RSA, c'est la semaine réussir sans attendre. Ça veut dire une semaine où les acteurs de l'emploi, de l'insertion, rencontrent des personnes très loin de l'emploi et essayent de la ramener vers des formations, vers un accompagnement, vers de l'emploi. Et ça marche. Et ça marche, c'est une expérience qui essaime dans beaucoup d'autres départements. Et puis, deuxième exemple que j'ai vu la semaine dernière aussi en Seine-Maritime, dans le cadre du service public de l'insertion et de l'emploi, l'objectif, c'est que 100% des bénéficiaires du RSA aient des périodes d'immersion en entreprise. Et ça, je crois que c'est important aussi, ce lien très très fort à avoir entre structure de l'insertion et entreprise que j'appellerais entreprise classique. Donc vous voyez, des idées, il y en a. Maintenant, il s'agit de les mettre en œuvre tous ensemble. Merci Madame Klinkert. Je vais faire réagir évidemment Hugues Widor et Laurent Berger aussi. On me dit, Laurent Berger, que votre caméra s'est déconnectée, donc peut-être qu'il faut reconfigurer votre liaison. Ça, c'est les affres de nos événements numériques depuis le début de la crise. Ça arrive, tout le monde le sait, et donc ce n'est pas un souci. Mais si vous voulez réintervenir, il faut peut-être reconfigurer votre liaison, puisque nous n'avons pas d'image pour le moment, Laurent Berger. Alors Hugues Widor, voilà, réponse de la ministre à votre interpellation, votre propre réaction. D'abord, je voulais vivement remercier Mme Klinkert de participer à nos travaux. C'est un honneur pour l'UDES. Et nous avons d'ailleurs rencontré il y a de ça quelques semaines pour évoquer l'ensemble de ces sujets, et notamment la politique que mène votre gouvernement et que vous menez en matière d'insertion. On vous l'a dit et je le redis publiquement, on se félicite de l'engagement du gouvernement sur les politiques d'insertion, et vous trouverez en l'UDES un partenaire. D'ailleurs, nous étions venus avec des représentants des régies de quartier ou des associations intermédiaires ou des associations d'insertion. Et donc, elles se sont d'ailleurs manifestées extrêmement positivement par rapport à l'ensemble de ces enjeux, puisque l'obstacle, je dirais, est devant nous et que le défi est considérable par rapport à la question des jeunes. Et donc, on fera tout ce qui est en notre, je dirais, pouvoir d'incitation, mais aussi de travail coopératif avec l'ensemble de nos membres pour participer à cet élan que vous avez donné sur les territoires. Et vous avez notamment travaillé sur la question du développement de l'emploi sous des angles nouveaux qui nous intéressent et avec lesquels il faut qu'on soit sur une analyse territoriale. Et je pense qu'on revient là aussi sur les leçons de la crise, c'est qu'il faut qu'on passe d'une logique nationale sur l'ensemble de ces sujets aussi à une logique territoriale. Je dirais juste un mot à ce sujet parce que sur notamment tout ce qui concerne les transcos, c'est-à-dire l'analyse des formations sur un plan local et des métiers, on souhaite être présent au CREFOP, mais pas simplement au conseil, mais au bureau, puisque c'est là où se définissent les politiques et c'est là où on peut identifier les métiers, et ça vaut aussi sur la politique d'insertion.
Donc là, vous trouverez, je dirais, en l'UDES un partenaire. Dernier point, c'est, je l'ai dit, mais ça reste d'actualité. C'est une question qui est, je sais, qui est regardée au niveau de la politique publique, parce que nous, il nous semble qu'il y a un élément à prendre en compte, qui est la question de l'insertion des jeunes diplômés et qualifiés. D'où la proposition que nous avions pu vous faire, ainsi qu'à d'autres membres du gouvernement, visant à ce que il y ait une attention particulière avec un financement dédié aux jeunes diplômés, ce qu'on appelle, parce qu'il faut toujours prendre des sigles, les emplois boost, pour permettre aux structures qui existent aujourd'hui dans le domaine du CARE que vous avez cité, dans le domaine de l'éducation populaire, dans le domaine du sport, dans le domaine éventuellement du numérique, d'accompagner des projets nouveaux, structurants, et sur lesquels les entreprises de l'économie sociale ont des besoins en termes d'ingénierie. Et l'idée, c'est qu'à terme, ces postes soient autofinancés. Voilà, mais je dirais globalement, franchement, on peut difficilement on est optimiste par rapport à l'action que votre gouvernement a engagée, et on sera auprès de vous dans ce contexte. Alors voilà, c'est dit. Laurent Berger, peut-être une petite réaction. On n'ouvre pas une négociation en direct, évidemment, mais il y a une demande de la part du CNIDOR. Est-ce que vous avez un point, un mot à souligner, à dire à la ministre déléguée à l'insertion, Brigitte Klinkert? Moi, je partage la philosophie de trois choses peut-être pour aider à l'insertion professionnelle. Il ne faut pas commencer par sanctionner. Donc, je pense que sur ce qui est en train de se discuter en cours avec votre collègue du travail sur l'assurance chômage, je crois qu'il ne faut pas aller vers une vision restrictive de l'allocation des demandeurs d'emploi. Ça me paraît fondamental. On va rompre cette confiance potentielle. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes au niveau de la jeunesse et que la garantie jeune universelle sans restriction en termes d'accès doit voir le jour. C'est un signal qu'on doit envoyer très fort à la jeunesse avec des opérateurs et le SS peut en être un sur certains sujets d'accompagnement des jeunes en contrepartie de l'allocation qu'ils recevraient. Ça me paraît fondamental. Et puis le troisième, c'est un peu pour aller dans le même sens que Hugues. On ne refera pas on n'aura pas de reprise durable et massive, y compris en termes d'emploi, sans s'interroger de nouveau sur ce que ça veut dire, ou ce qu'on peut construire en termes d'emploi aidé. Alors le terme est déjà disqualifié avant même qu'on l'ait prononcé parfois, mais en même temps, c'est bien le sujet dont il est question. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en termes d'emploi aidé pour justement aller vers ce dont on parlait depuis tout à l'heure, une transition écologique et une prise en compte du CARE, ce besoin d'accompagnement de la population. Je crois que là, il y a des choses à faire et il y aura des choses à faire assez fortes au moment où on sera un peu plus sorti de la crise sanitaire et à réfléchir au modèle d'emploi de demain. Voilà, je crois que c'est les trois sujets qui, moi, me paraissent prioritaires si on veut se préparer à repartir du bon pied sur la question de l'emploi et de l'inclusion et de l'insertion dans les mois à venir. Merci Laurent Berger. Gilles de Margerie, je ne vais pas vous mettre en porte-à-faux par rapport à un membre du gouvernement dont vous êtes un des conseillers comme haut fonctionnaire. Simplement, peut-être un mot de Brigitte Klinkert. Peut-être souhaitez-vous avez pris des notes, réagir à la fois aux propos de Laurent Berger et ceux du CNIDOR. Oui, volontiers. Merci, Président Widor, pour le caractère, j'ai envie de dire, tout à fait transparent et étroit dans lequel nous travaillons ensemble. Je m'en réjouis parce que je pense aussi que c'est comme ça que nous pourrons avancer et arriver à sortir grâce à nos efforts communs de cette crise. Pour ce qui est des jeunes, vous le savez, c'est vraiment la priorité du gouvernement. J'ai évoqué tout à l'heure le plan Un jeune, une solution et les solutions apportées par les différents dispositifs aux jeunes qui aujourd'hui sont très touchés par la crise. Mais il y a aussi le plan de relance qui prévoit en 2021 160 000 contrats aidés dans le secteur non marchand. Et dans ces 160 000 contrats aidés, eh bien, ce sont 80 000 contrats pour les jeunes, avec un taux de prise en charge par l'État qui est de 65%. Donc c'est quand même une aide là qui est conséquente. Et puis pour ce qui est de la garantie jeune universelle, Monsieur Berger, je partage tout à fait votre analyse et votre constat, à savoir il faut qu'on s'assure qu'aucun jeune ne renonce à un emploi ou une formation
du fait de difficultés financières. Et là, je voudrais vous assurer de toute l'énergie que je mets avec Elisabeth Borne pour faire éclore la garantie jeune universelle qui pourra répondre à cette difficulté des jeunes, de la jeunesse aujourd'hui. Nous y travaillons et j'espère bien que nous y arriverons dans les tout prochains mois. En tout cas, soyez assurés que je mets toute mon énergie à ne laisser personne sur le bord du chemin. Ça semble être un objectif ambitieux, mais je crois qu'il faut avoir des objectifs ambitieux et tous ensemble, nous y arriverons. Brigitte Klinkert, je voudrais me faire le porte-parole évidemment de tous ceux qui nous regardent ici, du président Widor, de l'UDES, pour vous remercier et remercier aussi Madame la Ministre Gilles de Margerie, Laurent Berger de la CFDT qui était avec nous pour cette première table ronde.